La mucoviscidose, maladie génétique entraînant une atteinte respiratoire, s'est surtout faite connaître aux yeux des Français le 30 avril 2007. Grégory Lemarchal, chanteur issu d'un télécrochet, s'est éteint, mettant en lumière cette pathologie encore trop méconnue. Après sa disparition, j'ai comme beaucoup de personnes cherché à en savoir plus sur le sujet. Aujourd'hui, 11 ans plus tard, pour renforcer la sensibilisation à cette maladie mortelle, j'ai décidé de rencontrer des personnes qui luttent au quotidien contre la mucoviscidose et de leur laisser la parole pour mettre en valeur leur combat. Avant toute chose, et afin d'avoir un avis médical sur la mucoviscidose, je me suis rendue au CRCM, Centre de ressources et de compétences de la mucoviscidose de Lille, et je me suis dans un premier temps penchée sur la pédiatrie. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est la mucoviscidose ? La mucoviscidose, c'est une maladie génétique. Sans le savoir, 1 personne sur 4 est porteuse du gène de la mucoviscidose. Ça se complique quand dans un couple, les 2 personnes sont tous les 2 porteurs de ce gène, parce qu'à chaque fois qu'ils ont le souhait d'avoir un enfant, ils ont un risque sur 4 de transmettre le gène malade à leur enfant. Et si l'enfant hérite des 2 gènes malades, il a la mucoviscidose. Nous, on suit 180 enfants qui ont la mucoviscidose. Ça touche tous les milieux, ça touche les enfants, mais il faut savoir qu'il n'existe pas une mucoviscidose, mais des mucoviscidoses. Nous, au sein de notre CRCM, dans les familles qui ont plusieurs enfants malades, l'enfant n'exprime pas la maladie de la même façon. On pense qu'il y a la génétique qui intervient, mais il y a aussi d'autres facteurs qui interviennent. On peut dire, entre guillemets, que la maladie est moins sévère chez les enfants. Pourquoi ? Il faut savoir effectivement que c'est une maladie évolutive, donc globalement les enfants ils naissent avec des poumons sains. C'est les infections respiratoires à répétition qui vont faire que la fonction respiratoire va se dégrader. Et effectivement, en grandissant, aussi en se colonisant avec des germes, la fonction respiratoire va diminuer. Mais il faut savoir que quand même, il y a des enfants qui naissent avec des formes graves de mucoviscidose. Comment on fait pour expliquer à un enfant et lui faire comprendre justement la gravité de la maladie ou même la maladie tout simplement ? Alors pour les enfants, on organise des petits ateliers en fait avec des outils ludiques pour leur apprendre à comprendre la maladie, leur traitement et voilà. Et donc en fait, on favorise l'échange et puis l'aspect ludique. Donc au départ, quand les enfants grandissent, on prend à la fois les parents avec les enfants dans un petit atelier. Donc pour les enfants, ce sont des ateliers individuels parce que comme ils sont porteurs de microbes, en fait, on ne peut pas mélanger les enfants. Et puis donc on va construire par tranche d'âge des petites séances. Donc on a des séances pour les enfants par exemple de 3 à 6 ans, ensuite de 6 à 10 ans. Et puis ensuite, au-dessus à partir du collège, en fait, là, on va les apprendre à s'autonomiser davantage. Dès que cela touche les plus jeunes, tout devient plus sensible. Stéphanie est mère de famille. Parmi ses enfants, son fils, Louis, 12 ans, est atteint de mucoviscidose. Cette maman impliquée a accepté de partager son expérience en tant que parent d'un enfant malade. Quand on est parent et que donc on se rend compte que notre enfant est atteint de mucoviscidose, qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là ? Beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui passent en tête. Déjà, la première chose, c'est pourquoi pourquoi nous, pourquoi lui. Et puis après, de toute façon, on n'a pas le choix. Donc, il est là, il faut faire avec. Donc, on écoute les conseils du médecin, on apprend à vivre avec. Et puis, et on fait au mieux, en fait. Comment vous définirez donc justement le rôle du parent dans le cas de la maladie ? On l'accompagne tout le temps, en fait. On protège, on surprotège. Et en fait, on se rend compte peut-être par moment, déjà à un certain âge, à l'âge qu'on a peut-être trop surprotégé. Et est-ce que vous avez connu des difficultés durant l'enfance de votre fils, notamment au niveau des soins ? C'est vrai que la kiné chez les bébés, c'est impressionnant. Ils sont tout petits. C'est vrai que les séances de kiné, forcément, ils se débattent, ils ne se laissent pas faire. Donc, c'est c'est impressionnant. Après, en grandissant, voilà, ils s'y font. Et puis, il y a plutôt une bonne relation avec le kiné. Tout petit, c'est compliqué à regarder du moins et à entendre. Et donc, justement, au niveau de la question de ses traitements et de ses soins, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que votre fils doit faire ou a subi comme soins depuis sa naissance ? Louis, il a une forme légère de mucoviscidose, donc à part la kiné, des antibiotiques quand il a une surinfection, mais sinon il n'a pas d'atteinte digestive, donc il n'a pas le crayon à prendre avant chaque repas. Donc ça, par rapport à d'autres patients qui sont beaucoup plus atteints, c'est vrai qu'il
il est au niveau soins assez tranquille. Même si Louis est encore jeune, il a déjà conscience de sa maladie. Et elle n'est, pour lui, qu'un détail de son quotidien. Et d'après toi, est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'est la différence entre toi et un copain de ta classe, par exemple? La différence, c'est que, par exemple, en sport, je vais plus vite être fatiguée, être essoufflée que les autres. Et est-ce que, justement, tu peux faire exactement les mêmes entraînements sportifs que les autres? Bah oui, puisque là, moi, je fais du handball dans un club avec des copains et je fais le même entraînement que les autres. Est-ce que tu as l'impression d'avoir un quotidien différent des autres? Non, parce que j'ai à peu près le même quotidien que les autres. C'est juste de la kiné souvent et juste du ventilastin avant l'effort, c'est tout. Et alors au niveau de l'école, est-ce que ça a dû prévenir ton école et est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises pour toi justement dans le cas de ta maladie? Oui, j'ai dû prévenir à l'école, il y a un PAI qui est en route. Donc du coup, comme je peux pas aller aux mêmes toilettes que les autres, j'ai un toilette qui est exprès pour moi, qui est fermé avec une clé que j'ai au collège. J'ai un double jeu de livres qui est aussi que j'en ai à l'école et à la maison. Et du coup, au niveau de tes amis, est-ce qu'ils sont au courant et est-ce que ça t'a posé des problèmes ou est-ce qu'ils sont tous d'accord avec ça? Oui, tous mes amis sont au courant et ça pose pas de problème. Tu te sens pas différent du tout? Tout le monde te traite normalement? Oui. Si dans certains cas, comme celui de Louis, la mucoviscidose n'est pas un frein à la vie sociale, ce n'est pour autant pas forcément la même chose pour tous. Lors de mon passage dans le service pédiatrique du CRCM, j'ai pu rencontrer Pauline, une adolescente de 17 ans. Hospitalisée le jour de ma visite, elle m'a expliqué les difficultés que lui causait sa maladie, notamment dans ses études. Alors Pauline, quand est-ce qu'a été détectée ta maladie? Depuis dès la naissance. Et donc du coup, tu vis au quotidien avec la mucoviscidose. Comment c'est d'après toi? Au début, c'était difficile, mais ensuite, avec les médicaments, c'est vite dur. Mais pour ceux qui ont la maladie, c'est vrai que c'est pas facile tous les jours. Par exemple, on peut pas faire des activités comme les autres. On peut pas faire grand-chose parce que toute la maladie, c'est tout. Des fois, on a peur de voir notre Pâques, en fait, quand on est à la plage ou quoi. Donc moi, j'ai appris à vivre avec et je sais que je suis pas la seule à des fois à pas accepter notre maladie et j'aimerais bien que ça change parce que pour les autres, on dirait qu'on est des monstres parce que des fois, ils nous regardent différemment. Et j'aimerais bien changer tout ça, quoi, parce qu'on est des personnes comme les autres. On a juste une maladie et pour moi, c'est juste rien du tout. C'est devenu... Je suis passée au-dessus. Tu viens de dire que vous étiez un peu des monstres. Est-ce que tu dis ça parce que tu as déjà eu des remarques ou quelque chose comme ça? Oui, j'ai déjà eu des remarques, par exemple au collège. Des fois, on me disait « Oh, la fille malade ». Parce que vu que des fois, je suis obligée d'être hospitalisée, je dois rattraper les devoirs. Et à chaque fois, les professeurs me donnaient les devoirs. À chaque fois, ils disaient « Ouais, c'est la chouchoute des profs ». À chaque fois, je me suis fait, pas frapper, mais maltraitée par rapport à ça, malgré que j'avais mes perfusions et tout. Franchement, c'était pas facile au début d'accepter ma maladie. Tu viens de nous parler d'hospitalisation. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait à quelle fréquence il y a des hospitalisations ou pourquoi? Quand par exemple on est fort malade, donc tout dépend de la consultation. Si le docteur il pense qu'on est bien ou pas, et ensuite ça dure des fois 3 semaines, des fois 15. Et ensuite ça va mieux, quoi. Les contraintes de la maladie sont parfois difficiles à supporter. Pour retrouver une certaine positivité, des personnes sont mises à la disposition des patients, comme c'est le cas des psychologues. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi sert justement un psychologue dans ces cas de maladie? Alors, en fait, le psychologue est disponible pour les familles, donc les parents au moment de l'annonce, auprès des enfants, et puis à l'adolescence, et puis chez les adultes. L'idée, c'est aussi d'être disponible pour pouvoir échanger, parler, réfléchir sur la vie, sur ce qu'ils vivent de leur quotidien, pour que ça prenne sens pour eux, prendre un peu de recul par rapport à ce quotidien et pouvoir en faire quelque chose finalement d'épanouissant pour eux. C'est pour un peu les aider justement à vivre avec cette maladie donc. Tout à fait, moi je suis vraiment dans la vie plus que dans la maladie. Alors c'est vrai qu'ils doivent faire
avec cette maladie, mais j'ai toujours dans l'optique de comment faire avec cette maladie et comment vivre. Et parfois, quand j'accompagne des familles, on parle de plein de choses et pas que de la maladie, parce que dans la vie, il y a plein de contrariétés autres que la maladie, et puis parfois la maladie, elle ressurgit, et voilà, c'est vraiment faire avec. Voilà, donc c'est vraiment tout le parcours de la vie de l'enfant jusqu'à l'âge adulte. Un nouveau jour se lève et avec lui vient de nouvelles rencontres. Pour avoir d'autres témoignages, j'ai pris la route direction Dijon afin de rencontrer Clélia, une jeune adulte qui a décidé de combattre la maladie d'une façon un peu particulière. Mais juste avant de la retrouver, je vous propose d'en apprendre un peu plus sur la prise en charge des cas adultes grâce à une précédente visite au CRCM adulte de Lille. Ici, on est au CRCM adulte de Lille, donc on prend en charge uniquement les patients adultes. Donc les patients, ils sont pris en charge quand ils sont enfants par le CRCM pédiatrique, au moment où ils grandissent, soit à l'âge de 18 ans, ou alors au moment où on considère, ça peut être entre 18 et 20 ans, qui sont suffisamment matures et qui sont d'accord pour passer au CRCM adulte. Il y a une consultation de transition qui se fait au CRCM pédiatrique, et ensuite les patients sont pris en charge chez nous, donc par l'équipe qui prend en charge uniquement les patients adultes. Bon, il y a des spécificités en pédiatrie. L'impact nutritionnel est très important chez les petits, entre 0 et 2 ans. Et nous, chez les adultes, souvent les patients sont plus sévères sur le plan respiratoire, donc on a un traitement respiratoire qui est un peu plus lourd, puisque le pronostic de la maladie est à l'atteinte respiratoire. Vous l'avez compris, aux alentours d'une vingtaine d'années, le jeune adulte change de CRCM. Une phase importante à ne pas négliger, comme l'avaient précisé les membres du service pédiatrique. Moi, en tant qu'assistante de service social, j'essaie de faire un travail d'éducation à l'autonomie via l'éducation thérapeutique auprès du patient à partir de 16 ans, pour que les jeunes commencent à avoir des notions sur les droits, etc. Et puis après, c'est vrai que c'est plutôt le médecin qui aborde cette question de la transition pour le passage au CRCM adulte. Et donc, avec ma collègue psychologue, il y a des visites qui sont effectuées au sein du CRCM adulte pour permettre de se familiariser avec les lieux. C'est un nouvel endroit, une nouvelle équipe. Et c'est vrai que comme elle travaille au sein du CRCM adulte, elle fait aussi office de relais et de transition progressive. Et c'est aussi l'occasion pour les parents d'être rassurés à ce moment de la visite et de pouvoir se projeter dans une autre prise en charge. Il est à présent temps de découvrir Clélia. Âgée de 20 ans, elle est étudiante et elle est elle aussi atteinte de mucoviscidose. Pour pallier au manque de communication sur cette pathologie, la jeune femme a ouvert sa propre chaîne YouTube, Mucotidien. Quand est-ce qu'a été détectée ta maladie ? Alors, donc ma maladie a été détectée quand j'avais l'âge de 6 ans. Alors que normalement, c'est une maladie qu'on détecte plutôt à la naissance. Et moi, c'est vrai que les médecins n'ont pas tout de suite vu que j'avais la muco. Donc ça a été un petit peu un choc quand même pour toute ma famille et mes proches. Parce que personne ne se doutait en fait à l'époque que la petite fille que j'étais était en fait atteinte d'une maladie mortelle et incurable. Donc une maladie du type de la mucoviscidose, qu'est-ce que ça sous-entend au quotidien ? Alors au quotidien, je dirais beaucoup de contraintes. Je ne peux pas avoir une vie un petit peu comme les autres, notamment beaucoup de médicaments à prendre. Je me lève, j'ai toute une panoplie de médocs. J'en ai une grosse vingtaine par jour. J'ai également beaucoup de soins, d'autres traitements à faire. J'ai des séances de kinésie respiratoire au quotidien. Donc je ne peux pas partir en vacances comme une personne normale, ça s'organise. Alors tu l'as dit, tu es étudiante. Alors comment ça se passe quand on est à la fac et qu'on a la mucoviscidose ? Quand on est à la fac et qu'on a la muco, c'est vrai que c'est un petit peu plus différent des autres. Après j'ai eu une enfance normale, je vais à l'école, il n'y a aucun souci. Mais par exemple, je bénéficie d'aménagements, notamment du fait que je sois souvent très fatiguée. J'ai le droit à un tiers-temps, par exemple, et c'est vrai que souvent les professeurs sont au courant de ma maladie. J'ai la possibilité de sortir dehors dès que j'en ai envie, si j'ai besoin de me dégager, si j'ai besoin d'aller aux toilettes. Donc c'est vrai que faut mettre quand même les professeurs au courant et c'est vrai qu'ils sont super compréhensibles, donc tout se passe très bien, quoi. Donc tu as une chaîne YouTube justement pour parler de ton quotidien avec la maladie. Pourquoi avoir décidé de faire ça ?
Alors, la toute première fois que j'ai eu justement cette idée de créer une chaîne YouTube, c'était en fin d'année 2016. À cette époque, je devais prendre un traitement bien spécial que je n'avais pas pris depuis assez longtemps. Et à cette époque-là, je ne savais pas trop justement comment prendre ce traitement. Et du coup, je m'étais mise à chercher un petit peu des sortes de tutoriels sur YouTube. Et à mon grand étonnement, je n'en ai pas trouvé, voire pas du tout. Et du coup, un petit peu dans cette lancée, je me suis dit, je vais regarder un petit peu si des gens parlent de la mucoviscidose. Et encore une fois, j'ai été étonnée de constater que très peu de personnes parlaient de la mucoviscidose, à part bien sûr quelques témoignages, mais ça m'a vraiment touchée parce que la mucoviscidose, c'est quand même la maladie qui est la plus fréquente aujourd'hui en France. Et il y a une communication qui est très faible dessus. Et donc, je me suis dit, créer une chaîne YouTube, ça pourrait aider à sensibiliser un petit peu à cette maladie qui est quand même aujourd'hui incurable et mortelle. Alors, c'est vrai que moi, j'expose un petit peu ma façon de vivre avec la mucoviscidose, tous les conseils qu'on m'a donnés, toutes les contraintes qu'on m'a demandé de respecter, tout ce que les médecins m'ont dit et m'ont appris. Et donc, c'est vrai que chaque mucoviscidose est différente. Donc, c'est difficile d'essayer de généraliser le truc. Et c'est pour ça que j'ai bien spécifié que voilà, chaque personne doit vivre sa maladie exactement comme il l'entend. Est-ce qu'il y a des personnes qui, justement, grâce à toi, se sont senties un peu mieux, entre guillemets ? Alors, c'est vrai qu'un des principaux objectifs également de ma chaîne YouTube, c'était vraiment de créer une sorte de communauté de muco. Et c'est vrai que j'ai reçu énormément de messages positifs et vraiment touchants de personnes qui se sentent un petit peu aidées dans ma façon de m'exprimer, dans les conseils que je donne. Et voilà, mon objectif, c'était vraiment qu'on se sente, qu'on crée une sorte de communauté parce qu'après tout, on se bat contre la même maladie. Et donc, on a exactement le même objectif. Clélia n'est pas la seule de sa famille à vouloir se battre activement contre la mucoviscidose. Sa mère, Agnès, a elle décidé de créer sa propre association, Demain sans mucoviscidose. Alors d'abord, quand a été créée votre association ? Alors, notre association a été créée donc, le 1er juillet, donc elle aura 2 ans de création donc, au 1er juillet 2018. C'est une association donc, qui est très récente et surtout locale. Et pourquoi avoir décidé de la créer ? Alors en fait, on s'est aperçu qu'on a 2 grandes associations. Pour ne pas les citer, on a Vaincre la mucoviscidose, bien sûr, et l'association Grégory Le Marchal. Mais au-delà de tout ça, nous avons un peu plus de 387 associations au niveau national qui œuvrent pour un même objectif, à savoir apporter une aide et sensibiliser donc, le public à la mucoviscidose. Et donc c'est bien en collaboration avec ces 2 associations du coup ? Absolument. Donc en fait, on a souhaité donc déployer nos petits moyens pour apporter notre collaboration, notre contribution à un objectif qui est commun, à savoir donc lutter contre la mucoviscidose. Donc pour ça, on a une centaine de bénévoles qui se mobilisent pour cette cause et nous apportent leur collaboration pour mettre en place des actions. Donc ces actions, elles sont essentiellement donc à viser des patients et bien sûr de leur famille. Elles sont là pour aider et apporter une contribution matérielle ponctuelle, mais 96% donc des fonds collectés par les différentes actions menées sont destinés donc en fait à financer des séances de coaching pour apporter une aide aux patients qui sont suivis par le CRCM de Dijon à maintenir ou pérenniser en fait leur capital physique et santé. Quand on veut parler de sensibilisation à la mucoviscidose, on est obligé d'évoquer le don d'organes. Le docteur Anne Prévota du CRCM adulte de Lille n'avait évidemment pas oublié d'en parler. Dans la prise en charge de la mucoviscidose, on parle beaucoup de la transplantation pulmonaire et de l'importance de la greffe. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, donc la transplantation pulmonaire, c'est le traitement de dernier recours chez les patients qui arrivent au stade d'insuffisance respiratoire chronique. C'est important de préparer les patients sur le plan physique, notamment sur le plan nutritionnel et maintien d'une activité physique à la transplantation pulmonaire, sachant que ce n'est pas une guérison de la maladie. On ne guérit pas la mucoviscidose avec la transplantation pulmonaire, mais on améliore l'espérance de vie et la qualité de vie des patients. Et qu'en est-il des enfants ? Réponse avec Sophie Thérouane. On parle de greffe en général, souvent pour les cas adultes, mais est-ce que les enfants peuvent aussi être greffés ?
Alors oui, c'est possible, mais c'est déjà beaucoup moins fréquent que chez les adultes. En fait, il s'agit de greffe quand les enfants sont vraiment atteints d'une forme très sévère. Pour être greffé, il faut vraiment être arrivé au stade ultime de la maladie, parce que comme c'est une opération qui est très risquée, en fait, c'est quand on n'a plus d'autres alternatives pour soigner l'enfant. De retour à Lille, j'ai justement fait la connaissance d'un patient greffé. Jean-Philippe a 43 ans, il est marié et a 2 enfants. Greffé il y a 10 ans maintenant, il respire nettement mieux depuis. Donc vous avez 43 ans, vous êtes marié, vous avez des jumelles. Comment ça s'est passé avec votre compagne quand vous l'avez rencontrée ? Donc je l'ai rencontré en 2009 et j'ai été greffé en 2008. Donc en fait j'avais encore les séquelles très récentes de la greffe, à savoir un visage très gonflé à cause des anti-rejets. Et je lui ai dit très très vite en fait ce qui m'était arrivé. Et du coup ça n'a pas posé de problème et elle a pu comprendre et puis accepter en fait autant que moi. Du coup on a continué ensemble. Est-ce que vous avez connu des moments où votre maladie s'est fait ressentir de façon plus violente ? Alors la maladie, en fait, la destruction des poumons intervenait surtout par étapes. Et du coup, à l'âge de 30 ans, pour moi, c'est vrai que j'ai eu des étapes où je suis descendu plutôt à 25% de capacité pulmonaire restante. Et donc là, ça a été vraiment compliqué jusqu'à atteindre 20% à 34 ans, où là, j'ai dû vraiment comprendre qu'il fallait que je me dirige plutôt vers la greffe. Et du coup, vous venez de le dire, vous avez été greffé. Comment ça se passe ? Alors sur le moment, le jour de la greffe, on est appelé, puisqu'on était inscrit sur liste, et j'ai eu la chance donc d'être appelé. Par contre, on ne respire pas immédiatement, il faut plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour reprendre de la capacité pulmonaire, et la première année reste terriblement à risque. Et donc on est sur liste d'attente quand on va être greffé, et au niveau de la personne qui sera greffée en premier, ça marche comment ? Alors en fait c'est par gravité, donc c'est vrai qu'il faut s'inscrire sur une liste. Maintenant on ne sait jamais quand est-ce qu'on va être appelé. Pour moi à l'époque, il y a 10 ans, c'était plutôt 3 à 6 mois d'attente. J'ai été greffé en 1 mois, mais enfin j'avais été très mal pendant toute l'année d'avant. Et en fait on est appelé le jour où on a des poumons qui nous conviennent. Et du coup maintenant dans votre quotidien, qu'est-ce que change la greffe ? Aujourd'hui la greffe fonctionne bien. Du coup, je peux respirer, ça c'est vraiment le fait marquant. Je respire avec facilité, je peux finir mes phrases sans être essoufflé, je tousse plus et je fais plus de cure d'antibiotiques puisque mes poumons fonctionnent correctement. Ça c'est vraiment ce qu'il y a de très fort. Par contre, j'ai toujours beaucoup de traitements et beaucoup de médicaments. Parce que c'est important de le préciser, quand on est greffé, on n'est pas guéri pour autant de la mucoviscidose. Non, parce qu'en fait, il n'y a que mes poumons qui ont été changés. Certes, c'est très important, parce que c'était peut-être ce qu'il y avait de plus dramatique qui pouvait m'enlever la vie. Par contre, j'ai encore l'appareil digestif qui est la mucoviscidose. Et puis, j'ai le problème d'avoir des poumons qui restent fragiles finalement. Donc non, je ne suis absolument pas guéri de la mucoviscidose. Après avoir longuement discuté avec lui, je l'ai rejoint quelques jours plus tard pour l'accompagner à une consultation de routine. Chaque personne atteinte de mucoviscidose doit se soumettre à ces consultations régulières. Mais quand on est greffé, évidemment, les examens à réaliser diffèrent un peu des autres. Donc Jean-Philippe, aujourd'hui vous êtes là pour un rendez-vous, on va dire, de vérification que vous faites donc tous les 3 mois, c'est ça ? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Donc en fait j'ai mon suivi donc tous les 3 mois régulier depuis ma naissance pour vérifier mon souffle, vérifier que en fait ma santé est correcte. Et donc je viens ici à Calmette pour une après-midi où je vois le médecin et avant ça j'ai quelques examens. Et donc en quoi vos rendez-vous à vous diffèrent d'une personne qui n'est pas greffée ? Alors aujourd'hui je vais faire des EFR, ça c'est commun pour tous les mucos, je vais surveiller mon souffle et ce qui diffère c'est que j'ai pas la partie kiné. En fait les personnes qui ne sont pas greffées vont avoir en plus des examens de kiné pour expectorer et vérifier que le souffle est bien maintenu par les séances de kiné et moi je n'ai plus ces séances grâce à la greffe en fait. Et donc vous venez de parler d'EFR, est-ce que vous pouvez, pour que les personnes qui regardent comprennent mieux, expliquer concrètement ce que vous faites dès que vous arrivez, qu'est-ce qui suit, etc.
Alors le principal examen qu'on va faire avant de voir le médecin, ce sont les explorations fonctionnelles respiratoires. Donc en fait on va se mettre dans une cabine et on va devoir souffler pour vérifier et mettre des chiffres sur la capacité respiratoire que l'on a. L'idée c'est de maintenir sa capacité et d'avoir des chiffres précis avec des périodes où dans cette cabine on va souffler très très fort pour vérifier le rythme et aussi les volumes qu'on peut sortir. Et ça, c'est des données qui sont très fines et qui servent aux médecins pour notre état de santé. Et donc là, vous êtes à Calmette, mais vous avez dit que dans 3 mois, ça sera à Paris. Pour quelle raison ? Alors moi, je suis suivi sur mon centre de greffe à Paris, à Foch, parce que j'ai été greffé là-bas. Et on va dire que j'ai un suivi alterné entre ces 2 centres, Calmette et Foch. Sur Calmette, on va vérifier principalement mon souffle, mais si jamais il y a des dégradations ou des changements, je vais retourner tout de suite à mon centre de greffe parce qu'eux connaissent vraiment bien ma situation. Louis et Stéphanie, Pauline, Clélia, Jean-Philippe, tous se battent pour vivre une vie ordinaire. Grâce à eux, j'ai appris beaucoup de choses qui me donnent envie de m'investir encore plus pour cette cause. Je retiens des sourires, des personnalités différentes et chaleureuses, et surtout, de belles leçons de courage. Ce sont des exemples de vie, nous rappelant de profiter chaque jour de l'instant présent, une chose qu'on oublie trop souvent. Merci à eux de nous avoir permis de nous instruire, et je ne vois qu'un mot pour conclure ce documentaire, Carpe Diem.